Donc on va essayer un petit peu de rentrer dans les mécanismes et on s'aperçoit que c'est extrêmement complexe parce que on n'est pas dans une situation binaire avec un paramètre et une réponse. Donc on a un certain nombre d'ingrédients dans la sévérité des infections, en particulier l'infection au SARS-CoV-2, une qui est centrée sur le genre, l'autre qui est centrée sur l'obésité. On voit que l'obésité, ça devient déjà un petit peu plus compliqué. Et de faire un lien entre les deux devient, je dirais, quelque chose de délicat. Tout ça, c'est relié aussi à la façon dont l'hôte va se défendre par rapport à l'infection. Et la façon dont il va se défendre va être impactée par justement la notion de surpoids, pouvant aller jusqu'au surpoids morbide de l'obésité, et le fait qu'il soit un homme ou une femme. Et là, j'avoue qu'on a, voilà, donc j'ai pris cette diapositive que j'ai volée à Hervé Tissot-Dupont, que j'ai trouvée, donc du coup, je l'ai trouvée intéressante parce que, en fait, j'ai rajouté en jaune le sexe. Donc, en fait, donc, on a, dans la situation de l'infection au SARS-CoV, donc on a l'obésité comme élément de comorbidité avec tout ce que ça va entraîner. Et on va retrouver tous les facteurs qui sont liés à la sévérité, que sont évidemment l'inflammation chronique, que sont également les altérations endothéliales, les événements prothrombotiques, et bien entendu la notion de résistance à l'insuline. Donc tout ça va faire effectivement que à un moment donné, ça devient compliqué de dire que tel phénomène observé est la stricte conséquence de l'obésité dans ses variations anatomiques ou la conséquence effectivement d'un diabète associé, voire même à la limite de troubles vitaminiques. Bon, donc effectivement, ces comorbidités vont faire qu'on va avoir un risque de sévérité, ça c'est sûr, de susceptibilité, c'est un point qui est discuté, qui est en tout cas qui semble pas être si vrai que ça. Et bien entendu, la maladie elle-même va avoir un impact sur le poids que Stéphanie a évoqué, par effectivement le changement de mode alimentaire, la sédentarité, la dimension effectivement du stress, donc la dimension psychologique. Donc tout cet aspect-là va aussi effectivement être un facteur aggravant par rapport à l'obésité, donc faire un petit peu un cercle vicieux. Là-dessus, il y a le fait que la sévérité de la maladie est quand même très liée au genre. Ça, on a des éléments qui sont forts, qui effectivement, les hommes font plus souvent des formes sévères que les femmes. Donc ils ont une susceptibilité qui est augmentée, qui est d'autant plus augmentée qu'on a décrit un certain nombre de situations, type par exemple les déficits en interférons de type 1 ou les auto-anticorps anti-interférons de type 1 qui font la même chose, sont des déficits acquis que l'on retrouve quasiment exclusivement chez les hommes. Donc on est dans cette situation-là. Il y a deux facteurs, donc il y a des facteurs chromosomiques qui jouent un rôle, effectivement, les gènes portés par le chromosomique, c'est le cas par exemple des gènes codants pour la CE2, donc on va avoir effectivement souvent du fait d'une non-activation de l'X, on va avoir 2 copies du gène ACE2 chez les femmes, donc ça c'est un facteur qui rend compte aussi de cette différence, et l'effet effectivement des androgènes qu'on va retrouver comme facteur de gravité, d'autant plus facteur de gravité que les androgènes sont connus pour leur potentiel immunosuppresseur. Donc effectivement, on est dans une situation un petit peu complexe. Et puis tout ça, c'est modifié par l'âge aussi. Il est clair que, par exemple, une femme avant la ménopause ou une femme après la ménopause n'a pas le même niveau de susceptibilité à l'infection. Donc, il est très difficile de dire, voilà, on a une réponse claire
par rapport à l'obésité et le sexe masculin. Ça suffit pour résumer la gravité. Non, c'est plus compliqué que ça. Donc on va essayer de rentrer un petit peu là-dedans avec, je dirais, un retour un petit peu à des données, de données basiques, et je m'en excuse parce qu'effectivement, souvent quand on fait ce type de présentation, soi-même on révise un petit peu les données dans ce champ-là. Donc là on a le tissu adipeux. Dans le tissu adipeux, c'est l'élément central effectivement de l'obésité. Donc là, vous avez des cellules qui sont les adipocytes. Et donc, tout de suite, ce qui saute à l'évidence, c'est que il y a une diversité du tissu adipeux. Il y a un tissu adipeux viscéral et un tissu adipeux sous-cutané. Le tissu adipeux sous-cutané, c'est quand même 90% du tissu adipeux de l'organisme. Donc 10%, c'est le viscéral. En cas d'obésité, et donc ça va rendre compte de deux types fondamentalement différents d'obésité, une obésité par modification donc du tissu adipeux viscéral, qui va se faire par deux mécanismes, soit par hyperplasie, soit par hypertrophie, soit on va avoir une augmentation donc du tissu adipeux sous-cutané. Et ça, effectivement, c'est quelque chose de genré, puisque bon, on a une différence fondamentale chez l'homme et chez la femme. Quand on regarde les adipocytes, selon qu'on est dans du tissu adipeux viscéral ou du tissu adipeux sous-cutané, ils n'ont pas la même allure. Là, on a effectivement des cellules du tissu adipeux, des adipocytes, donc du tissu sous-cutané, et là, du tissu viscéral. Qu'est-ce qu'on constate tout de suite? C'est qu'effectivement, les cellules du tissu viscéral sont de plus grande taille, donc on a un rôle plus important, une fonction sans doute différente, et puis on voit souvent la présence donc de structures de type fibrotique, donc on n'a pas le même tissu. Et de façon extrêmement simpliste, on pourrait dire que biologiquement, on pourrait presque les différencier sur un certain nombre de facteurs. Le tissu sous-cutané, eh bien effectivement, on va retrouver des molécules comme la leptine et l'adiponectine, donc la leptine favorisant l'alimentation, l'adiponectine est un facteur régulateur, et dans le tissu viscéral, on va retrouver des cytokines. Donc on est déjà, c'est un tissu qui possède des caractéristiques, je dirais, naturellement pro-inflammatoires. Alors, pour rester un petit peu dans la compréhension de ce qui se passe entre un homme et une femme, eh bien, tout d'abord, les tissus adipeux sont répartis de façon différente. Donc, comme l'a dit Stéphanie il y a une minute, c'est donc chez la femme, donc on va avoir un tissu adipeux qui va augmenter par surtout le tissu adipeux sous-cutané et qui va rendre compte effectivement d'une certaine morphologie. Et chez l'homme, on va avoir un tissu adipeux donc qui est essentiellement par augmentation du tissu viscéral et qui va rendre compte d'une morphologie qui est différente. Donc, dans les deux cas, il va y avoir des conséquences métaboliques qui vont être relativement modérées chez la femme, je dis bien relativement, il faut être prudent, et beaucoup plus importantes chez l'homme en termes de diabète et de syndrome métabolique. Alors, tout ça, ça dépend bien entendu d'un certain contexte hormonal, et ce contexte hormonal, il est d'autant plus compréhensible que les oestrogènes, la progestérone et les androgènes ont des récepteurs qui sont présents aussi bien sur le tissu adipeux viscéral que sur le tissu adipeux sous-cutané. Et si on regarde un petit peu mieux ce qui se passe en termes de densité de récepteurs, qui donne une idée un petit peu de l'orientation fonctionnelle, c'est que dans le tissu adipeux sous-cutané, eh bien, on a une plus grande concentration de récepteurs pour les oestrogènes et pour la progestérone. Donc, on est effectivement dans cette situation, qui est une situation effectivement œstrogénodépendante. Le tissu adipeux viscéral, eh bien, il a une plus grande concentration de récepteurs pour les androgènes et donc une moins grande concentration
de récepteurs pour les oestrogènes. Donc on a des profils qui sont, je dirais, si on simplifie à l'extrême, on dirait que là on a effectivement un tissu adipeux qui est contrôlé par les oestrogènes, et là un tissu adipeux qui est contrôlé plutôt par les androgènes. Alors fonctionnellement, les oestrogènes vont avoir un effet protecteur contre l'expansion du tissu adipeux et par voie de conséquence l'obésité, avec un effet donc sur la suppression de l'appétit, une augmentation de la dépense énergétique avec une molécule clé qui est la leptine. Une autre molécule qui est intéressante, c'est la lipoprotéinipase, dont l'activité est plus importante dans le tissu adipeux sous-cutané, donc chez la femme, que dans le tissu adipeux viscéral, donc chez l'homme. Donc on a vraiment des différences. Donc on a l'effet lipolytique donc des oestrogènes, eh bien il dépend clairement des récepteurs des oestrogènes. Bien entendu, chez les hommes, chez les mâles, on va avoir une relative absence de ces récepteurs-là, et donc un effet directement sur la fonction de lipolytique. Alors, l'obésité, c'est un facteur de risque très clair pour la résistance à l'insuline, pour le diabète de type 2, pour un certain nombre de complications cardiovasculaires et hépatiques, mais on ne peut pas la considérer uniquement comme un événement métabolique et une balance incorrecte entre l'utilisation des calories et leur dépense. Donc il y a d'autres facteurs qui vont intervenir, c'est le stress, c'est la dysfonction mitochondriale et ce qu'on a longtemps appelé une inflammation de bas gras. Donc il y a un aspect, je dirais, qui est en rapport avec la réponse de l'autre, qui va être extrêmement important dans la constitution de l'obésité. Et là, on a dans cette représentation, on a vraiment ce qui se passe entre un tissu adipeux qui est un tissu adipeux de sujet de poids normal, donc on va retrouver effectivement des adipocytes et déjà des cellules immunitaires, donc il y a un système immunitaire associé au tissu adipeux qui existe à l'état normal, qui est dans un état anti-inflammatoire, naturellement, et on a, lorsque on évolue vers une situation de type obésité, eh bien on a une évolution, un changement très profond du tissu adipeux. D'abord, on a une augmentation de la taille des adipocytes, c'est ce dont je vous disais tout à l'heure qu'on observait dans le tissu adipeux viscéral. On a une infiltration par des cellules du système immunitaire et on a une production importante de molécules inflammatoires, donc les cytokines, dont la fonction principale, eh bien, ça va être le recrutement. Donc le recrutement de cellules immunitaires, en particulier, on va voir des neutrophiles, des lymphocytes, des macrophages qui vont du coup augmenter à l'intérieur du tissu adipeux et déboucher sur véritablement une altération immune au sein de ce tissu. Alors, on a même employé le terme de méta-inflammation pour vraiment quelque chose qui a lieu, c'est une inflammation de bas grade, et on comprend tout de suite qu'on a tous les ingrédients pour réaliser cette situation inflammatoire. Donc on voit qu'il y a beaucoup de cellules en dehors des adipocytes qui vont contribuer à ce contexte inflammatoire qu'on y a au niveau du tissu adipeux. Alors bien entendu, les cellules qui sont parmi les plus importantes au niveau du tissu adipeux sont les macrophages du tissu adipeux. Ces macrophages du tissu adipeux, eh bien, ils vont s'accumuler lorsqu'il y a une augmentation du poids. Donc plus le poids augmente, plus on va avoir une augmentation de ces macrophages avec une corrélation avec la résistance à l'insuline. Et si on baisse le poids, on va avoir une diminution du nombre de ces macrophages. Alors ces macrophages sont fonctionnellement totalement différents selon qu'on est dans un tissu adipeux de sujets non obèses ou dans un tissu adipeux de sujets obèses. Alors dans un tissu adipeux de sujets non obèses, beaucoup de travaux ont été faits chez la souris, mais on retrouve exactement les mêmes données chez l'homme.
on a des macrophages qui sont de type M2, c'est-à-dire dans un état anti-inflammatoire, et qui sont dispersés à travers le tissu adipeux. Et c'est ce qu'on retrouve là, si vous revenez là, on voit effectivement, donc on a ces cellules donc, qui sont dispersées dans le tissu adipeux. Lorsqu'on a un animal, parce que le plus simple c'est de travailler chez l'animal, un animal qui est obèse, eh bien on n'a plus du tout les mêmes macrophages. Ce sont des macrophages qui sont dits M1, c'est-à-dire qui sont hyper-inflammatoires, et qui ont et que l'on va retrouver dans certaines structures du tissu adipeux, et qu'on va retrouver là, voilà, donc les Crohn-like structures, qui sont en fait des structures où il y a une mort cellulaire par inflammation, donc c'est une mort cellulaire inflammatoire, et cette mort cellulaire inflammatoire, mais ça ramène des cellules autour, et donc ça fait vraiment ces foyers où on va retrouver des macrophages. Alors ça, on a même pu définir un petit peu même les mécanismes, ça dépend effectivement de certaines molécules qu'on appelle les chémokines, et on a pu montrer dans des modèles animaux déficients ces chémokines qu'effectivement on avait, lorsqu'on avait une absence de ces molécules chimio-attractantes, eh bien on avait moins de macrophages, et bien on avait moins d'inflammation et on avait moins de résistance à l'insuline. Donc c'est parfaitement bien correct. Une molécule qui est sans doute très importante, c'est la molécule PPAR gamma, donc c'est un facteur qui est connu depuis longtemps comme étant un facteur particulièrement anti-inflammatoire, et c'est lui qui est vraiment au cœur de l'orientation de l'adipocyte. Donc on a des macrophages qui sont résidents pour certains, recrutés pour d'autres. Et bien entendu, on va avoir d'autres cellules. On va avoir des neutrophiles qu'on observe dans des modèles où on a des régimes riches en graisse. Eh bien, on va avoir une infiltration de ces neutrophiles qu'on va retrouver dans le tissu adipeux viscéral, qu'on va retrouver précocement, et leur fonction, c'est sans doute aussi, dans cette boucle d'amplification, de recruter d'autres macrophages. L'élastase de ces neutrophiles semble être importante, puisque, bon, sans doute, elle joue un rôle dans l'activation. Alors, on va retrouver des cellules T dans les tissus adipeux en expansion au cours de l'obésité, et ces cellules T sont associées en particulier à une diminution de ce qu'on appelle les cellules T régulatrices. Donc ces cellules T régulatrices, dans un tissu adipeux normal, elles sont là pour introduire une anti-inflammation. Et bien, quand on va avoir une inflammation chronique du tissu adipeux, eh bien, on va avoir une diminution des cellules T régulatrices. On a aussi observé une augmentation des cellules B sans qu'il y ait véritablement d'impact très important sur la réponse du tissu adipeux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a isolé de nouvelles populations de lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes innés. Ce sont exactement les mêmes que les lymphocytes de l'immunité adaptative, qui sont avec leur fonctionnalité dans l'immunité adaptative, vous avez les cellules TH1, TH2, TH17, et bien on a ici les ILC1, ILC2, ILC3, qui sont les équivalents innés du système immunitaire adaptatif. Et bien dans le tissu adipeux, il y a une population qui est majeure, c'est la population ILC2, qui est présente dans le tissu adipeux viscéral, qui va produire de l'IL5 et de l'IL33, c'est-à-dire toutes les molécules nécessaires à l'orientation TH2 et donc anti-inflammatoire de ces tissus. Qu'est-ce qu'on constate durant l'obésité? Eh bien, on a une chute des cellules ILC2 à l'intérieur du tissu adipeux, et par voie de conséquence, on a une diminution de la réponse TH2. Donc, on a une complète bascule vers une réponse inflammatoire, et donc c'est un élément de la pathogénicité de la maladie. Alors, bien entendu, si on passe chez l'homme, parce que c'est des modèles souris, c'est bien, mais bon, à un moment donné, il faut aussi aller chez l'homme. Donc ça, c'est un travail qui a été fait donc sur plus de 300 individus. Donc on a étudié un certain nombre de marqueurs, des marqueurs inflammatoires et des marqueurs métaboliques, et on a regardé la distribution qu'il y avait en fonction du genre. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que bon, il y a un certain nombre de marqueurs qui sont associés
avec le syndrome métabolique de l'obésité. Ce sont des cytokines inflammatoires avec en particulier l'interleukine 6, donc cytokine qui était fortement associée à la pathogénicité dans le Covid. Et on va retrouver un certain nombre de molécules qui sont l'adiponectine et la leptine. Et ça, c'est intéressant parce que il y a une association entre leptine et IL-6. Donc, la leptine, c'est une molécule qui va conduire à la gestion de l'appétit. Et cette molécule, elle est associée à l'inflammation et on va la retrouver essentiellement chez l'homme et en situation de surpoids. Donc, il y a des marqueurs métaboliques et particuliers qui sont associés au caractère genré de l'obésité. Inversement, on va retrouver l'adiponectine. L'adiponectine qui est une molécule anti-inflammatoire. Et celle-là, on va la retrouver chez les femmes. C'est intéressant parce que quand on étudie le système immunitaire chez l'homme et chez la femme, on observe deux choses très différentes. On observe l'homme qui a plutôt un profil qui est immunosuppresseur, et la femme qui a plutôt un profil qui est un profil d'activation qui conduit à une réponse immune adaptée. Et donc là, sur ces marqueurs-là, on a quelque chose qui est complètement en miroir. Donc en fait, on a cette balance qui est intéressante à évaluer, qui est la balance leptine-adiponectine, comme marqueur à la fois de l'inflammation, à la fois de la prise de poids et à la fois du caractère genré. Donc en fait, ce qu'on n'arrivait pas au début à pouvoir lier, on peut les lier sans doute à travers ces molécules. Donc on a des éléments donc, qui vont dans ce sens-là, et donc on a, si on surexprime l'adiponectine, eh bien on diminue l'inflammation et on augmente, on améliore la sensibilité à l'insuline. Si maintenant on utilise des molécules donc, de la régulation, donc comme les oestrogènes, eh bien on constate que les oestrogènes augmentent l'adiponectine et atténuent l'inflammation. Donc on est dans une situation véritablement où le caractère genré est dépendant du contexte hormonal et pas d'éléments chromosomiques comme on a pu l'observer dans la susceptibilité entre l'homme et la femme au cours du Covid. Alors, pour voir un petit peu maintenant ce qui se passe dans le cadre de l'infection, donc on a observé, donc Stéphanie en a déjà parlé, donc on va aller assez rapidement là-dessus. Donc indiscutablement, il y a un lien avec la sévérité. Ce lien avec la sévérité est observé qu'il y ait ou non un diabète de type 2. Donc on voit déjà que on ne peut pas parler d'obésité comme ça sans y associer la notion de diabète de type 2 associé. Apparemment, il n'y a pas d'augmentation de la susceptibilité au virus. Donc on n'est pas dans une situation qui serait comparable, par exemple, à ce qu'on a observé dans les déficits en interféron de type 1, où on a une augmentation de la susceptibilité. Et on voit qu'il y a une discussion sur la mortalité, c'est ce que tu disais, mais bon, qui sans doute est biaisée par un certain nombre de facteurs. Et là, indiscutablement, il y a une relation entre la mortalité et le fait qu'il y ait le diabète ou pas. Donc on voit que c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Donc on voit que le risque d'hospitalisation, il augmente avec le BMI, c'est très clair. On retrouve également les sujets avec obésité, on les retrouve augmentés dans le groupe avec les symptômes persistants. Et bien entendu, on a une production de virus qui est persistante chez les sujets avec Covid et obésité. Donc on a effectivement un contexte où indiscutablement la sévérité est associée à l'obésité, mais peut-être pas qu'exclusivement l'obésité, avec peut-être d'autres facteurs de comorbidité. Alors, qu'est-ce qui pourrait rendre compte d'une plus grande, d'un risque plus élevé de forme sévère chez les sujets obèses lors d'une infection par le SARS-CoV?
Et globalement, il y aurait sans doute deux choses qui sont sans doute importantes à retenir. C'est la notion d'une inflammation exacerbée. Donc, quand on a une obésité, par définition, on a une inflammation exacerbée, en tout cas pour le moins au sein du tissu adipeux. Et donc, cette inflammation exacerbée, va du coup servir de base à une amplification de cette réponse et conduit effectivement à une production anormalement élevée de cytokines. Et donc, du coup, d'inflammation. Quand il y a une augmentation de la production de cytokines, eh bien, il y a comme conséquence une altération des voies de la coagulation, et donc il y a une hypercoagulation qui est associée donc avec un risque de thrombose qu'on connaît effectivement dans l'infection au coronavirus. Donc sans doute ce point-là est important, mais peut-être qu'il n'est pas le seul qui est important. D'autres facteurs vont jouer. Donc, qu'en est-il de cette relation qu'on avait observée entre l'homme et la femme, selon obèse, en termes de marqueurs? Eh bien, on avait remarqué que ce qui était important, c'était probablement cet équilibre entre l'adiponectine et la leptine et d'autres cytokines. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'augmentation de la leptine va de pair avec l'augmentation de l'IL-6 et va de pair avec la sévérité. Donc il y a une association très claire entre leptine, donc c'est la molécule de l'obésité, diminution de l'adiponectine et augmentation de l'IL-6. Donc en fait, ce qu'on observe au cours de l'infection au coronavirus, c'est une amplification de ce qu'on avait observé au cours de l'obésité. Alors, il y a qui dit activation anormale du système immunitaire ne se traduit pas uniquement par des troubles de la coagulation et une inflammation systémique. On a aussi d'autres anomalies qui résultent de cette activation anormale. Alors, la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'en est-il de la voie des interférons de type 1 ? Puisque les interférons de type 1, dont une fonction majeure, c'est la défense antivirale. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Donc, il y a des modèles, et des modèles antérieurs, qui avaient montré effectivement dans des infections à influenza, il y avait donc une anomalie très marquée donc, chez les souris qu'on avait rendues obèses, il y avait une altération de la voie des interférons de type 1. Et ça, on va le retrouver aussi dans les infections par le SARS-CoV. Donc, on va avoir donc une plus faible induction, on va avoir un certain retard à la production d'interférons de type 1. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir avec l'obésité, et qui va trouver tout son sens ici, c'est on va avoir ce qu'on appelle un épuisement lymphocytaire. Donc, dans les situations de stimulation importante par l'inflammation, on va retrouver un certain nombre de marqueurs, des marqueurs d'épuisement qui ont fait que, c'était souvent eux qui étaient surexprimés dans les cancers et qui étaient un des freins à l'immunothérapie des cancers. Donc, ça a été ces marqueurs-là ont été la cible de l'immunothérapie. Donc, ils sont augmentés dans des situations-là. On a une altération chez les patients obèses de la mémoire, des lymphocytes T mémoire, et donc de la présentation antigène. Donc on a véritablement une fragilité immunologique par rapport à une stratégie dite de vaccination. Et puis on a bien entendu une diminution de la fréquence donc, des monocytes classiques qui sont ceux qui portent véritablement la réponse inflammatoire adaptée. Alors, est-ce qu'on va retrouver le SARS-CoV dans le tissu adipeux ? Eh bien, on va retrouver, donc là vous avez donc du tissu adipeux sous-cutané, donc chez des sujets qui ont été autopsiés. On va retrouver effectivement le virus. On va retrouver également des cellules du système immunitaire, des lymphocytes ici. Vous allez avoir des macrophages ici. Et donc là, en D, vous avez CD45 qui est un marqueur général. Donc, en fait, la question, c'est probablement, il y en a dans les adipocytes, mais il n'y en a pas que dans les adipocytes, il y en a effectivement, probablement, dans les cellules immunitaires à l'intérieur des adipocytes. Alors,
si le tissu adipeux est la cible du virus, c'est qu'il a peut-être des récepteurs pour ça. Donc ACE2, quand on regarde un petit peu la distribution de l'expression d'ACE2 dans les tissus, eh bien on voit que quand même le tissu adipeux fait partie des tissus qui expriment fortement ce récepteur. Ce récepteur, donc, il est augmenté chez les individus obèses ou présentant un diabète. Il est surexprimé dans le tissu viscéral adipeux. Donc, effectivement, c'est vraiment ce qui nous intéresse, puisque c'est le cœur du problème. On s'aperçoit aussi que chez les sujets obèses, il y a une augmentation des récepteurs ACE2 au niveau donc des cellules épithéliales. Donc on a les conditions qui sont favorables à une réponse amplifiée au virus. Alors il y a deux débats. Il y a un débat quand même sur ce récepteur ACE2. Soit le récepteur ACE2, parce que le problème c'est que une fois que le virus se lie au récepteur, il est internalisé. Donc il y a moins de récepteurs. Or la fonction d'ACE2, c'est pas historiquement de reconnaître le SARS-CoV-2. La fonction d'ACE2, c'est quand même de réguler le système rénine-angiotensine. Donc une première hypothèse, c'est que la diminution du récepteur ACE2 pourrait jouer un effet pro-inflammatoire en libérant les molécules pro-inflammatoires de la voie de l'angiotensine, et inversement, l'augmentation pourrait effectivement jouer un effet plus régulateur sur la voie angiotensine et donc avoir un effet anti-inflammatoire. Donc en fait, la variation du récepteur de ACE2 au niveau du tissu adipeux n'est absolument pas prédictive de la nature de la réponse. Alors, qui dit obésité, dit trouble de la glycémie, donc il y a une hyperglycémie, et cette hyperglycémie, eh bien, elle augmente la replication du virus. Elle augmente la replication du virus, en particulier dans les monocytes circulants, elle augmente l'expression du récepteur, et également celle des molécules pro-inflammatoires. Donc là, vous voyez une petite représentation de ce que fait le virus à une cellule. Eh bien, il va induire la voie de la glycolyse. Or, la voie de la glycolyse, c'est la voie qui est pro-inflammatoire. Et donc, si on bloque la glycolyse, eh bien, on va avoir un effet sur la replication et un effet au niveau des récepteurs ACE2. Et donc, la molécule qui est centrale dans tout ça, c'est une molécule qui est induite par l'hypoxie, parce qu'il y a un effet hypoxique au niveau de l'obésité qui fait que la molécule, l'hypoxie inducible factor est augmentée. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc on a clairement une relation qui n'est pas forcément liée entre obésité et le sexe masculin, mais en tout cas les deux vont se retrouver dans les facteurs de gravité. Les deux vont partager la capacité à induire une réaction inflammatoire. Les deux vont être associés probablement à une altération de la réponse immunitaire. Et évidemment, le SARS-CoV va avoir un effet sur la biologie du tissu adipeux. Voilà un petit peu ce que je voulais dire pour ça.